Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence débat consacrée à la célébration d'un quai Philippe Chabeau dans le quartier solidaire de Saint-Malo, point de départ de l'expédition de Jacques Cartier vers le Nouveau Monde à la découverte du Canada. Vous avez ici en photo à gauche effectivement le point de départ de ces grandes découvertes. Et puis, un parallélisme étonnant que nous allons faire à travers cette conférence débat. Également, la mémoire de Philippe Chabeau mériterait tout à fait d'être mise en valeur, non pas en direction des liens qui réunissent, rapprochent Saint-Malo et le golfe du Saint-Laurent, mais plutôt les rives d'un autre golfe en direction de l'Asie, des mers chaudes, les rives du golfe Persique à travers le Louvre à Abu Dhabi. Nous allons expliciter d'où vient précisément ce lien. Alors tout d'abord, pour effectivement situer ensemble la démarche, un quai, Philippe Chabeau, sur les traces du Nouveau Monde qu'il faut voir ici dans une double entrée, orienté à la fois vers la francophonie des Amériques, vers le Québec, vers le Canada, vers l'esprit des grandes découvertes qui ont guidé notamment Jacques Cartier en partant de Saint-Malo, mais aussi toute une migration normande et bretonne qui s'est établie pour fonder la Nouvelle-France, et puis un nouveau monde qui est aussi en train de s'écrire aujourd'hui en matière de diplomatie d'influence, en matière de diplomatie culturelle, de nouveaux jeux d'acteurs dans la diplomatie des cultures. Et nous allons regarder ensemble comment finalement rapprocher ces deux sphères. Alors tout d'abord, pour commencer, je vous propose de resituer peut-être ce grand personnage qui était Philippe Chabeau. Philippe Chabeau a été ministre de la Marine. À l'époque, on appelait ça ministre des Choses de la Mer de François Ier. C'est un grand mécène de la Renaissance qui va en partie financer les expéditions de Jacques Cartier à la découverte du Canada en 1534. J'insiste sur l'ancrage de ce grand personnage de la Renaissance, qui n'est pas un personnage avec une ascendance bretonne ou normande, parce que vous savez que les premières routes en direction du Québec étaient effectivement guidées par des relations maritimes, des relations de pêche, essentiellement influencées par la quête du secret de Terre-Neuve, la morue, qui était bien connue de nombreux armements de pêche sur les côtes de la Manche et de l'arc atlantique. Eh bien, Philippe Chabeau est un personnage plutôt ligérien, c'est un personnage du Berry, et effectivement proche du milieu dirigeant et un compagnon de route. Il participera à de nombreuses batailles aux côtés de François Ier. Et en définitive, la relation France-Québec, elle a aussi été soutenue par l'ouverture de grandes régions littorales comme la Bretagne et la Normandie, mais aussi l'appui déterminant d'un arrière-pays de provinces qui, sous l'Ancien Régime, ont été des vecteurs d'influence extrêmement intéressants pour consolider l'esprit de découverte qui animera des grands explorateurs comme Jacques Cartier. Et Philippe Chabeau sera véritablement un mécène de la Renaissance qui va être extrêmement engagé pour soutenir des expéditions au long cours. Et si sa mémoire reste largement méconnue à Saint-Malo, eh bien, je crois que les chemins de mémoire entre la France et le Québec nous invitent à peut-être recoudre le fil qui se serait peut-être distendu entre Saint-Malo et de nombreuses
cité de la Renaissance qui, dans le Berry, comme dans d'autres régions et provinces, ont aussi fortement encouragé cet esprit de découverte et d'ouverture sur le monde. Alors, Philippe Chabot était un proche de François Ier, également amiral de France, qui correspondait à l'époque à la fonction de ministre de la Marine, et il va organiser et financer en grande partie les voyages de Jacques Cartier, qui découvrit en 1534 la Nouvelle-France, l'actuel Canada. Ce contexte est consécutif à une rencontre en 1532 où Philippe Chabot, qui accompagnait le roi François Ier au Mont-Saint-Michel, profite de l'occasion pour lui faire rencontrer Jacques Cartier et proposer au roi une expédition sur la mer à destination des terres neuves. François Ier se montre effectivement extrêmement intéressé par les projets de Philippe Chabot et Jacques Cartier. La vision géopolitique de François Ier à l'époque de la Renaissance est extrêmement intéressante. C'est à la fois un homme qui est désireux d'ouvrir une relation avec des empires, et ça sera le cas en particulier avec Soliman le Magnifique, à savoir l'Empire ottoman. Et donc, un royaume de France qui finalement s'ouvre vers le Levant, vers les routes de l'Orient, avec les différents comptoirs de la Sublime Porte et une ingénierie extrêmement intéressante à travers notamment les échelles du Levant. Et puis, il s'agit aussi de s'intéresser à une ouverture vers le Nouveau Monde, vers des routes qu'on maîtrise encore assez mal vers l'Atlantique Nord, et en particulier essayer de trouver un passage vers la Chine, mais un passage qui serait finalement orienté vers le nord-ouest. Ce qui est assez original et qui effectivement va inaugurer une relation transatlantique inédite et qui existe toujours aujourd'hui, entre la France et le Québec. Vous avez ici sur cette carte les différents voyages qui vont être entrepris par Jacques Cartier. Le premier, comme je vous l'indiquais, démarre en 1534. Et finalement, ces différentes expéditions permettent d'aller encore plus loin dans la connaissance du golfe du Saint-Laurent. Vous savez que des grands bancs de pêche au large de Terre-Neuve étaient connus, y compris sur les rives du Labrador et la Nouvelle-Écosse, à travers la pêche à la morue, qui était aussi pratiquée sur les côtes bretonnes et normandes. Et puis, comme vous le voyez ici sur cette carte, finalement, Jacques Cartier arrive à atteindre la péninsule de Gaspé, la Gaspésie, et il va pénétrer sur les rives du Saint-Laurent jusqu'à atteindre la ville de Québec et enfin la ville de Montréal, avec les rapides qui sont mentionnés sur cette carte, les rapides de la Chine. Alors la Chine, c'est aussi un nom de comptoir qui va être ensuite réutilisé par d'autres marins. Je pense à Robert Cavelier de La Salle. La Chine, c'est toujours, si vous voulez, cette quête de navigateurs français en recherche d'un passage par le nord-ouest pour atteindre effectivement l'Asie, la Chine. Alors ce passage ne sera évidemment pas trouvé, mais amènera bien entendu à la découverte de nouvelles terres. Ça sera la Nouvelle-France, l'actuel Canada aujourd'hui. Alors, Jacques Cartier reçoit le 31 octobre 1533 la permission d'armer des navires pour voyager, découvrir et conquérir la Neuve France. Il obtient du roi, de François Ier, une aide financière à l'époque de 6 000 livres. Et le 20 avril 1534, Jacques Cartier quitte Saint-Malo avec ces deux navires, le Pinta et le Santa Maria, ainsi nommés en souvenir des caravelles de Christophe Colomb. Vous savez qu'il existe aussi sur le plan mémoriel une autre forme de souvenir, c'est une croix
que Jacques Cartier érigera de l'autre côté de l'Atlantique en arrivant à Gaspé. Et il existe aussi dans le quartier Solidor, au pied de la tour éponyme, une croix identique qui permet de matérialiser finalement cette relation de découverte transatlantique qui était très largement inspirée de navigateurs, je pense en particulier aux Portugais, puisque encore aujourd'hui, sur un certain nombre de billets de banque, notamment de pays d'Asie, vous pouvez retrouver matérialisée la fameuse croix de Magellan. Et la croix de Gaspé, visible à la Tour Solidor à Saint-Malo, a été incarnée dans une démarche mémorielle assez identique, portée cette fois-ci par l'explorateur malouin Jacques Cartier. Alors, quittant le port de Saint-Malo le 20 avril 1534, 20 jours plus tard, les navires arrivent à Terre-Neuve et s'engagent, comme vous l'avez vu sur la carte, dans le golfe du Saint-Laurent. En hommage à son mécène, son sponsor en quelque sorte, en hommage à l'amiral Chabot de Brion, Philippe Chabot de Brion, Jacques Cartier va donner le nom à une île, l'île Brion, que vous pouvez retrouver également sur des cartes, à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. Ce qui montre finalement assez bien la grande fidélité et la grande reconnaissance, effectivement, à l'appui déterminant qu'a pu apporter l'amiral Chabot de Brion à la découverte du Canada, cher à Jacques Cartier, désireux d'approfondir des relations qui, à ce stade, n'étaient que des relations de pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Et la découverte du golfe du Saint-Laurent permet cette fois-ci d'établir une présence qui va s'approfondir grâce aux expéditions qui s'en suivront, encouragées par des armements à la fois bretons mais aussi normands. Alors Philippe Chabot, ce grand mécène de Jacques Cartier, va décéder le 1er juin 1543 et on va lui élever un grand monument funéraire dans l'église des Célestins à Paris, et dont le gisant est toujours conservé au Louvre, à Paris également, dont vous avez une photo qui apparaît ici à l'écran. D'où l'intérêt aujourd'hui, peut-être en matière de diplomatie culturelle, de diplomatie d'influence, de débattre à la façon dont nous pourrions célébrer à la fois un quai Philippe Chabot, personnage totalement méconnu à Saint-Malo, et qui pourtant aurait une place bien réelle dans le quartier Solidor, mais aussi en direction de ce nouveau monde, à travers le Louvre à Abu Dhabi, qui est lui aussi un pont entre les découvertes, les civilisations maritimes, qui apporterait, avec la mémoire de Philippe Chabot, un trait d'union de l'Atlantique au golfe Persique. Alors, vous avez ici des photos assez intéressantes du Louvre à Abu Dhabi et de la signification qu'il représente en termes de signature architecturale, puisque dans l'esprit de ce concepteur, Jean Nouvel, qui a réalisé des projets exceptionnels dans le golfe Persique, eh bien, vous avez ce grand dôme, ce grand couvercle qui, à la fois, a vocation à créer un monde extrêmement accueillant qui associe la sérénité, les lumières et les ombres, les reflets et les calmes. Et cette forme effectivement très sphérique illustre à la fois les liens intangibles qui existent entre histoire et géographie, en voulant vraiment exacerber une certaine fascination pour les rencontres rares. Et peut-être que finalement, ce lien si particulier qui a pu se développer entre un grand mécène de la Renaissance, Philippe Chabot, et l'explorateur Jacques Cartier, pourrait continuer d'exister et être matérialisé dans de grandes institutions culturelles comme le Louvre à Abu Dhabi, qui est aussi un écrin tout à fait inédit, puisque dans l'esprit de son concepteur, tous les climats aiment les exceptions, plus chaudes quand il fait froid, plus fraîches sous les tropiques, et les hommes comme les œuvres d'art, effectivement, résistent
assez mal à ces chocs thermiques et finalement, le Louvre à Abu Dhabi est un peu une oasis du 21e et peut-être du 22e siècle qui offrirait un lieu extrêmement propice à la méditation, à la réflexion autour des découvertes et au passé que nous a laissé la Renaissance à travers ces grands personnages de la cour de François Ier qui ont voulu arbitrer, défendre, exercer un véritable plaidoyer pour encourager des découvertes et de grandes expéditions maritimes. Alors, le Louvre à Abu Dhabi apporte en lui-même un message extrêmement fort. Il est assez inhabituel de trouver sur la mer un archipel construit avec tout autour une île artificielle, Sadia Island, qui est l'expression aux Émirats arabes unis de ces projets extrêmement ambitieux, souvent projets immobiliers d'avancement sur la mer, et qui accueille ici de grandes institutions culturelles. Le Louvre à Abu Dhabi étant l'une des premières, l'un des phares qui doit aussi guider une institution comme celle du musée Guggenheim ou encore un musée maritime consacré à la mémoire de Cher Zayed. Et voyez que ce parasol qui crée finalement une pluie de lumière offre à la fois un quai, un mouillage extrêmement intéressant pour permettre à des visiteurs qui, en paddle ou en canoë, auraient envie d'explorer ce musée mystérieux. Et puis, finalement, un lieu aussi extrêmement reposant, mais aussi extrêmement complexe, qui serait sans doute idéal pour laisser reposer et transmettre la mémoire de Philippe Chabot et son goût des découvertes à travers l'opportunité dans l'île de Sadia Island, l'opportunité de faire vivre un quai à proximité du Louvre, à Abu Dhabi, et qui serait consacré à la mémoire de Philippe Chabot. Il existe des rues qui ont été nommées en l'honneur de grands personnages français à Abu Dhabi. Je pense à la rue Jacques Chirac, initiative récente. Et peut-être qu'un quai, Philippe Chabot, à la fois au quartier Solidor à Saint-Malo, mais aussi au Louvre à Abu Dhabi, pourrait être une initiative extrêmement audacieuse pour rappeler cette ouverture au monde, rappeler l'importance de la diplomatie des cultures, l'importance aussi du dialogue des civilisations, et comment finalement du Grand Nord, du golfe du Saint-Laurent jusqu'au golfe Persique, la France continue de rayonner par son universalisme, par son goût pour les grandes découvertes. Un appel est ouvert à tous, lancé sur la plateforme change.org, dont vous pouvez retrouver les références ici et qui vous présente en détail l'esprit de cette initiative. Et si vous aussi, vous souhaitez célébrer un quai Philippe Chabot, que ce soit à Saint-Malo ou au Louvre à Abu Dhabi, eh bien, vous êtes les bienvenus pour participer à cet appel. Je vous propose d'ouvrir la place maintenant au débat avec vous tous, avec l'ensemble des participants. Et vous avez ci-dessous mon adresse courriel si vous souhaitez plus d'informations sur cette initiative. Je reste à votre disposition et vous propose d'ouvrir maintenant le débat autour de la célébration d'un quai Philippe Chabot. Merci à tous pour votre attention.